Bienvenue à tous, chalut à tous, ou hello pour les pirates des mers, et bienvenue pardon, aux nouveaux abonnés du canal. Welcome à tous. Alors, je commence par une petite dédicace à toute mon existence où j'ai donné sans compter et tous ceux qui m'ont pris sans merci. Je souhaite tout d'abord apporter une correction sur la signification que j'ai donnée de Dieu sur le live précédent. Puisque je me dois de montrer l'exemple et que je parle de grammaire quantique. Qu'est-ce que fait la grammaire quantique? Stop and correct. Je m'arrête et je corrige. Puisque je me suis trompée, je ne vous ai pas donné la bonne définition. J'ai recherché par la suite et du coup, je me permets de vous illustrer ce que veut dire Dieu en grammaire quantique. Donc, si on fait des parses du mot Dieu, on a dit et EU. Dit en grammaire quantique signifie original et non division comme j'ai pu le dire sur le live précédent. Même si la division pour moi, elle est originelle. C'est-à-dire, comme nous sommes sous la loi des polarités, nous devons tous être polarisés, c'est-à-dire faire partie de l'équipe œuvrant pour la lumière ou pour celle pour les ténèbres, d'où l'existence du jugement. Sans être polarisés, donc c'est-à-dire les gentils ou les méchants, nous ne pouvons juger. Et je vous renvoie à la CNV, à la communication non violente, avec Marshall Rosenberg. La vie qui vient de vibration n'a que faire des polarités. Elle est neutre. Donc, on a vu que dit, ça signifie original. Et le EU signifie égaux en latin, c'est-à-dire moi. Donc, je peux vous en faire l'illustration, c'est ce que je vais faire en fait. Je vais vous montrer comment je fais pour chercher et avoir mes réponses. Pour vous guider en fait, pour aller chercher vous-même vos propres réponses et savoir. Donc, je vais vous faire un petit partage, sans couper mon micro, de la signification du EU, par exemple. Non, il n'y a pas besoin de l'onglet, mais c'est pas grave. Donc, je vérifie que ça passe bien sur le stream. Oui. Donc, vous voyez que quand je parle du langage, c'est la description que j'ai apportée sur le live, je vous dis que le langage est une convention. Et on peut déjà le voir ici. Hein, qu'est-ce qu'ils mettent? Convention internationale. Le langage est une convention. Donc, on a le symbole EU qui est un code. Donc, c'est intéressant parce qu'après, on va parler de matrix et vous allez voir que tout est lié. Donc, c'est un code, pardon. Mais ce n'est pas ce que je recherche. On va voir que ça, c'est dans le français d'aujourd'hui. On va descendre un petit peu plus bas sur la page et on va regarder, on va trouver l'ancien français. Donc, c'est la langue originale, originelle, sur laquelle le langage français est construit. Et on va voir qu'au niveau de l'étymologie, donc ça vient du latin ego. Donc, on voit bien que dit quand on fait des parses du mot dit original, signifie égaux. Donc, que signifie Dieu littéralement en grammaire quantique? C'est le moi original. Je vais arrêter le partage. Donc, vous voyez la différence entre toutes les définitions qu'on nous a données à gober depuis qu'on est né, qui nous donne une façon de voir les choses qui n'a rien à voir avec la réelle culture qui normalement est transmise verbalement, à l'oral, du savoir. On nous fait croire à des définitions et on ne se base jamais sur des faits, puisque notre grammaire est fictive. Ce qui fait que
on modifie la condition de la pensée. L'être humain ignore ce qu'est la pensée et il doit se chercher sans jamais se trouver. Vous savez, cette grande question existentielle, quelle est notre origine? Justement. Voyez que Dieu, c'est le moi original. Intéressant, non? On dit d'ailleurs que le diable est dans les détails. On va faire pareil, des parses du mot diable. On a dit, donc on a vu que c'était original, et able. À quoi ça peut correspondre? Bien, ça correspond au verbe able en anglais. Et able, on sait que c'est être capable. Donc, diable signifie littéralement en grammaire quantique notre capacité originelle, c'est-à-dire notre faire. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a cru savoir par rapport aux significations des mots. Donc, c'est intéressant de revenir justement aux racines des mots pour savoir de quoi on parle réellement. Sinon, on reste dans la croyance, on gobe des définitions et on modifie la condition de la pensée. Donc, je vais vous illustrer ce chef-d'œuvre de Matrix, ce film, grâce à la lumière du réel, donc de la grammaire quantique. Et c'est pour ça que j'ai mis la fraude du nom aussi dans le titre du live. Je souhaitais vous rappeler que la fraude du nom n'existe pas. La fraude du nom, c'est la fraude sur le langage écrit. C'est-à-dire, c'est une fraude sur la façon dont le nom est écrit. Car quand vous dites fraude du nom, ça veut rien dire. Donc faites très attention. Mais comme on sait qu'on est en plein dans le sujet, parce que effectivement, ils se servent de notre nom de famille pour nous passer sous la loi des morts en le mettant en capital, d'où leur capitalisme. Je voulais faire le lien avec tous les gens qui s'intéressent à ce sujet, qui a pour titre la faute du nom, qui n'est pas un terme, c'est un terme qui veut rien dire, mais qui pourront retrouver à travers la grammaire quantique les bonnes directions pour pouvoir se guider au mieux à travers ce piège au niveau du langage. Le langage est piégé, il est négativé. Donc, ce que nous disons est déjà conditionné. Voilà. Bonsoir Self Knowledge. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Alors, je souhaitais vous donner mon regard sur l'introduction du dernier live. Vous savez, Initiation au langage et grammaire quantique, qui est un extrait du film Matrix que j'ai déjà repris plusieurs fois dans mes lives, avec Labajon aussi, qui avait fait une belle version. Donc, je voulais disséquer ce passage afin d'exposer clairement ce code matriciel qui révèle une technologie sous-jacente. Donc, je vais vous faire pareil un petit partage d'écran sur l'introduction que j'ai donnée sur le dernier live. Je ne vais pas mettre le son. Comme ça permettra d'expliquer en même temps qu'on peut visionner la vidéo ce qu'il en est. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'on a un écran noir et un petit carré vert. La couleur verte, elle est importante, elle dit quelque chose. En fait, dans ce film, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas se baser sur ce qu'on entend, parce que tout est dit, mais de par l'observation que l'on fait du film. Et vous voyez que dès le départ, c'est dit très clairement. Et je vérifie que ça passe bien sur le live. Oui, c'est bon. Je vous laisse comme ça, je ne vous le mets pas en plein écran. Ou si vous voulez, je vous le mets en plein écran, c'est vous qui voyez. On voit que c'est très clairement dit. Vous voyez que c'est très bien exposé. System failure. Donc, c'est pas ce qui est dit qui est important. C'est ce qui est écrit, ce que l'on voit.
ce que l'on peut observer. Et c'est le but de ce live, c'est d'avoir un regard nouveau sur ce film, parce que c'est pas un film en fait, Matrix, c'est pas de la science-fiction, c'est inspiré du réel et ce serait plus à voir comme un documentaire. Il explique énormément de choses justement, dont la problématique du langage. Système failure, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a panne, défaillance du système. Le système est clôturé. C'est un film qui est sorti en 1999. Donc c'est très intéressant de voir que, je vous ai parlé de la loi de la prophétie, ils sont obligés de nous montrer ce qui se passe réellement, même si c'est fait de façon détournée, c'est à travers les films, la musique, les livres, etc., la télévision. Ils sont obligés de donner l'information au public. Donc, à travers ce film, c'est exactement ce dont ce film parle. Il parle de la grammaire quantique et d'une fin du système qui a existé depuis 8500 ans, qui est un système d'identification frauduleux, postal, maritime. Donc c'est très clair. Dès le début, on a un système qui est clos, qui est clôturé, qui est défaillant, qui est en panne. On voit bien que tout ce code matriciel révèle une technologie sous-jacente, et c'est devant nos yeux. Le message est passé. On peut remarquer aussi la relation étroite entretenue par les protagonistes tout au long du film avec le téléphone, donc la communication. Vous vous souvenez des PPT? Des PTT, pardon. Donc c'est la poste, c'est les systèmes de communication téléphonique, télégraphe. Il sort d'une cabine téléphonique où il était en communication. Il raccroche le téléphone. Et vous pouvez noter qu'après avoir raccroché le téléphone, c'est-à-dire mis fin à sa communication, Neo sort de sa cabine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la cabine est une zone qui est un cadre de communication. C'est un cadre qui est mis en place, une mécanique postale mise en place afin de contrôler tout le commerce sur la planète, donc toutes les communications. On voit que Neo donc sort de sa cabine et il va mettre ses lunettes de soleil. Donc il regarde autour de lui. Et là, il va mettre ses lunettes de soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait référence à la vision. Il voit clair, puisqu'il n'est plus aveuglé. Il n'est plus aveugle à ce qui est, c'est-à-dire à quoi? Au fait, puisqu'il a connaissance de ce cadre de communication, de cette grammaire quantique, de ce système qui a été mis en place par Russell J. Gould. Donc, il a connaissance de cette illusion qui est perpétrée sur le peuple à travers, justement, le langage qui est dénaturé, puisqu'il repose sur une grammaire fictive. Comment? Car les noms ne sont pas prépositionnés. Un nom qui n'est pas prépositionné n'est pas un fait. Ensuite, magique, Neo vole. Il se déplace dans les airs. Rappelez-vous, je vous ai dit que tout vole sous le drapeau. Vol du verbe voler comme un voleur. On prend quelque chose à autrui, donc ces pirates des mers qui volent tout le commerce sur la planète. Et voler sous le drapeau, c'est-à-dire comme un oiseau, voler comme un oiseau, à se déplacer dans les airs. La signification de cela, c'est de la navigation. La navigation, c'est quoi? C'est du vol, du déplacement, de contrats, de papier à travers les eaux maritimes, puisque les contrats empruntent des voies de navigation
qu'elle soit aérienne, terrestre, fluviale, à fin de commerce. La navigation est réglementée et tout est commerce sur cette planète. Un commerce qui est capturé par des pirates des mers grâce à un timbre de 20 centimes, on l'a vu, sur le live 1. OK? J'espère que c'est clair, que je vous ai pas perdu et que ça vous ouvre un champ de compréhension que vous aviez pas avant. À savoir que le certificat de naissance, c'est le premier contrat docké sur la planète, passant l'être humain sous la loi des morts, avec le nom de guerre, le nom tout en capital, leur capitalisme. C'est une écriture mortifère que l'on retrouve dans les cimetières avec l'écriture de nom tout en capital sur les pierres tombales. C'est une malédiction. Pareil, là, je vous fais un court résumé de ce qu'on a vu sur les lives précédents. C'est pourquoi, dans Matrix, on retrouve deux appellations du protagoniste principal. Un problème d'identité, Néo? Ou devrais-je dire Monsieur Anderson? Vous voyez? La distinction est réelle et révélatrice. À chaque fois que Smith nomme Neo, il l'appelle Monsieur Anderson, Monsieur Anderson, Monsieur Anderson, toujours. Pourquoi? Parce que mademoiselle, madame et monsieur sont les plus bas grades dans la hiérarchie de l'armée, dans la hiérarchie militaire, puisque nous sommes tous sous loi maritime, c'est-à-dire militaire, car la Terre est un vaisseau dans les eaux de l'espace. Les eaux, le maritime. D'ailleurs, on voit bien qu'on retrouve le nom tout en capital sur les pierres tombales, mais la pierre est utilisée sur Terre comme livre. C'est-à-dire que on peut voir ça avec les églises, dans les cathédrales, dans le sens où vous prenez une cathédrale et vous la renversez, puisque tout est inversé. Vous la mettez à l'envers, ça fait la coque d'un navire. OK? C'est essentiel de comprendre ça. Renversez votre cathédrale, vous verrez, c'est la coque d'un navire, d'un bateau. En parlant de ça, ça me fait penser que dans ces églises et dans ces cathédrales, en leur sein, il y a un culte et on peut le voir à travers les bougies. Vous savez que les bougies sont normalement allumées dans ces lieux, mais pourquoi? Savez-vous pourquoi on allume une bougie? Donc on vous dit que c'est pour prier, etc. et tout? Non. Les bougies sont normalement allumées pour l'honneur des morts. Donc nous sommes réellement sous des lois mortifères, sous la loi des morts. Nous n'en avons pas conscience. Et on fonctionne sous ce système qui détruit le vivant. Donc à partir du moment où nous adhérons, nous sommes pris dans cette illusion de on va mourir, de ce narratif qui nous est donné à gober depuis qu'on est tout petit. C'est leur script, c'est leur scénario, c'est eux qui nous disent d'où on vient, c'est eux qui nous disent comment on s'appelle, c'est eux qui ont la chape sur le langage et les contrats. Donc, notre façon de penser et notre façon de voir les choses. Bon, on peut revenir à Néo, en fait. Néo, on sait que c'est l'anagramme de Noé. Vous vous souvenez de l'arche de Noé. Et c'est intéressant dans l'arche parce que c'est lié à la voûte céleste sous laquelle nous sommes tous enfermés, qui est une projection holographique en définitive et qui nous empêche de dépasser une frontière. Mais bon, soit dit en passant, c'est juste une info que je vous donne parce que là, ça me vient. Donc, Néo, anagramme de Noé, qui est aussi l'élu, c'est-à-dire One, hein, si on met les lettres dans l'autre sens. Et je souhaitais savoir qui a élu Thomas, puisque c'est l'élu. Qui l'a élu? Puisqu'on dit depuis le début,
c'est quelqu'un qui a été élu. Et vous voyez le lien avec les élections dans la société actuelle? Moi, j'ai pas vu le vote dans le film. J'espère que Thomas Anderson va pouvoir m'expliquer tout ça. On va aller s'intéresser à ce que veut dire Thomas Anderson, justement, en grammaire quantique, aussi. Bon, je vais pas vous l'illustrer, ça prend trop de temps, c'est long les partages d'écran. Mais sachez que Thomas, en hébreu, ça signifie jumeau, c'est-à-dire un être double. OK? Et Anderson, ça signifie le fils d'Andrew. Et vous savez ce qu'Andrew signifie? Ça signifie médecin. Donc Anderson, c'est le fils du médecin. Et si je vous donne littéralement ce que veut dire Thomas Anderson, c'est un être double, fils du médecin. Et c'est très intéressant et très révélateur, puisque votre premier contrat docké sur la planète, qui est votre certificat de naissance, pour qu'il y ait contrat, il doit y avoir l'auteur du contrat, l'autorisation d'émettre ce contrat. Et la première personne qui est là pour témoigner de votre arrivée sur Terre, c'est le médecin. C'est lui qui va, en fait, permettre à ce système de créer le certificat de naissance. J'espère que je suis claire. C'est pour ça qu'on parle d'être double, puisque vous êtes un enfant naturel qui arrive des eaux de la mer dans les eaux de la terre, et que, à travers fils du médecin, le médecin qui signe un certificat de naissance, qui va signer, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il signe que vous êtes né, que vous êtes bien là. À travers donc ce document, donc ce premier contrat docké sur Terre, eh bien vous devenez aussi fils du médecin et votre nom est passé en lettres capitales. Donc vous êtes un être naturel, mais ils ont créé une personnalité juridique à travers les contrats, la signature du médecin, donc un papier qui va ensuite vous donner votre identité. Vous allez croire que vous êtes ce nom de famille en lettres capitales. Vous voyez comme c'est intéressant? Et on peut noter que le saint Thomas, vous trouverez ça de toute façon partout, ne croit que ce qu'il voit. Vous voyez comme c'est intéressant? Mais est-ce qu'il voit les faits? Et à noter que saint Thomas, c'est le saint patron des maçons et architectes, comme par hasard. Donc, on va revenir au grand architecte aussi dans Matrix, mais vous vous souvenez que les bâtiments sont comme des livres et dessus, on peut observer des symboles, un langage. On peut voir ce qui est. C'est ainsi qu'on peut se baser sur des faits, puisque c'est là, ici et maintenant. Alors, on va aller voir en fait l'architecte. On va le faire maintenant, comme ça, avant que j'oublie. Donc, dans le film, c'est très, très, très clairement exposé. Donc, pareil, je vais vous faire un petit partage d'écran. Voilà. Donc, on en revient à l'architecte. La confrontation avec le père de la matrice sera l'étape nécessaire à la transcendance. J'arrête tout de suite la vidéo parce qu'on a déjà une magnifique observation à faire. Qu'est-ce que tient l'architecte dans sa main? Vous pensez que c'est un petit bidule pour toucher la télé ou programmer la télé comme une télécommande? Mais non, absolument pas. Non, non. C'est un stylo. Qu'est-ce que je vous ai dit sur les lives précédents? Que notre arme est notre stylo, puisqu'il y a fraude sur un langage écrit, sur les contrats. Notre arme actuelle est le stylo. C'est clairement exposé dans Matrix. C'est de l'observation. Mais sans la connaissance de la grammaire quantique, jamais vous pourrez voir ce qui est.
un stylo. Et les prémices de l'effondrement d'un monde d'illusions. Personnage à l'allure patriarcale proche d'anciennes représentations bibliques. On va s'arrêter là parce que c'est effectivement l'effondrement d'un monde d'illusions. Nous étions dans l'illusion, dans un langage qui ne reposait pas sur des faits. Et grâce à la grammaire quantique, nous sommes capables d'être auteurs sur les contrats, donc de diriger notre vie. On en arrive à ça, d'être réellement souverain sur cette terre. Ou de celle du démiurge, demi-dieu dont le rôle serait de maintenir les humains dans l'ignorance du caractère illusoire de ce monde, il se présente comme l'architecte. J'ai créé la matrice. Il dit à Néo que sa création irréprochable ne pouvait maintenir son harmonie à cause de l'imperfection des êtres humains, l'obligeant à intégrer dans ses équations l'anomalie systémique. On revoit l'image avec le stylo. C'est vraiment essentiel de voir ce qui est. Et comme on a un langage qui repose jamais sur des faits, notre condition de pensée ne repose pas sur des faits, donc on n'est pas capable de voir ce qui est. C'est cette illusion matricielle, un regard qui est apposé sur nos yeux, une condition de perception du monde qui nous entoure. Que Néo représente et dont il est à ce moment la 6e incarnation. Ce qui pourrait expliquer le mur d'écran déjà visible dans la scène de l'interrogatoire au début du premier Matrix. Toutes ces images de Néo pourraient être l'expression de choix alternatifs ou d'autres versions de lui-même sous la surveillance de l'architecte. Vous avez revu le stylo? On va s'arrêter là. Donc, c'est montré, vous voyez bien, mais sans les clés pour décoder, ou décrypter, je pensais à ce terme-là en même temps, ce qui nous est montré, enfin ce qui se passe réellement sur Terre, nous n'avons pas le regard pour voir les choses. Nous ne voyons pas ce qui est, nous sommes aveugles aux faits. Ce sont des clés de navigation. Et vous vous souvenez du mérovingien qui gardait prisonnier le maître des clés, qui empêche la libre circulation des clés pour naviguer. Donc, dont cette grammaire quantique et système quantique mis en place par Russell J. Gould. Circuler sur des voies maritimes. Et pour cela, vous avez besoin d'une autorisation d'un auteur sur le contrat. OK? Donc, ce sont des codes maritimes exercés par des pirates des mers, je le répète, puisque la navigation est codifiée. Donc, l'être double, fils du médecin, travaille dans une société nommée Métacortex. Alors, je vais aller vous chercher, pareil, l'illustration. Voilà. Je vérifie que ça passe, c'est bon. Je vous prends juste des extraits qui sont parlants. Donc, Néo travaille, Monsieur Anderson travaille dans une société nommée Métacortex. Donc, ça devrait arriver, on devrait le voir à l'écran. Voilà. Je vais vous le mettre, je vais quand même vous le mettre en agrandi. Métacortex. Donc, on voit qu'à l'extérieur du bâtiment, qui est une corporation, d'ailleurs, corporation, vous avez corps et oration dedans, un corps qui parle, oui, sur les contrats. Donc, métacortex avec un X. Et à l'intérieur du bâtiment, ça c'est une excellente observation que même moi, c'est impossible à faire. C'est écrit tellement en tout petit. Enfin, je veux dire, faut chercher pour trouver, quoi. C'est image par image. Mais à l'intérieur du bâtiment, métacortex, on voit que ça ne s'écrit pas de la même façon. Le X a disparu et on a un espèce de CHS. Le H pourrait même être comparé à 2 petits plus. Enfin, on voit bien que l'écriture a changé. Qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle la fraude sur le langage écrit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on peut faire le lien aussi avec Matrix, donc le titre du film. Si on fait la même chose, si on prend le même exemple, Matrix, ça se termine avec un X. Si on change Matrix, ce X, par un CH, ça fait quoi? Ça fait matriche. Il triche par la ruse sur le langage écrit.
Voilà, je pense que, c'est clair, j'espère et je peux même faire le lien, avec le CH parce que le CH, c'est aussi le centre hospitalier, l'endroit, le bâtiment que l'on appelle hôpital, centre hospitalier, qui est, je vous le rappelle, un laboratoire de l'armée où les femmes accouchent, donc où il y a naissance, et où les gens décèdent, donc où il y a décès avec acte de décès et acte de naissance. OK? On arrête le partage. Donc, on sait que Smith, c'est un agent, donc un non-Jean, un adversaire produit par la matrice aux habilités en affinité des lois sous lesquelles il existe, donc des lois matricielles. Matricielles, qui dit matricielle, dit spatio-temporelles, les lois spatio-temporelles, d'accord? Qui, ces lois-là, transforment Néo ou Thomas en Monsieur Anderson. On en revient toujours à un problème d'identité, de savoir qui l'on est sur cette terre, qui est une terre de contrat. OK? Sachant que si on est contrôlé toute notre vie sur les contrats, qu'est-ce qui contrôle les contrats, à votre avis? La grammaire. La grammaire contrôle les contrats. Je prends un petit peu de temps pour vous lire. Oui, bah ça y est, Ryan, j'ai donné la définition en grammaire quantique du mot Dieu. Comme ça, tu vois, on peut continuer à donner des définitions comme on le souhaite, mais dans la réalité, au niveau quantique, c'est le moi original. Voilà ce que ça signifie. Donc, quand finalement les gens disent oui, bah Dieu est en nous, bah oui, c'est ton ego original. Donc un ego qui n'est pas polarisé. Hein? Je vous le rappelle, un ego qui ne juge pas, un ego qui n'est pas extrémiste. Voilà. OK? Dont la croyance en un temps linéaire, c'est-à-dire un passé, un présent, un futur. Pourtant, seul le ici et maintenant est réel et factuel. Pour avoir un fait, vous devez être ici et maintenant. OK? On parle du bonheur. Bah pareil, en grammaire quantique, qu'est-ce que le bonheur? Bah c'est être à la bonne heure, c'est-à-dire ici et maintenant. Et pas dans l'illusion de quelque chose que l'on va vivre où on croit être dans le bonheur. Non, c'est être factuel, être à la bonne heure, ici et maintenant. Et non pas sur leur contrat, dans leur langage où l'on est pris sur des lignes de temps, où ils ramènent du participe passé, ils ramènent du futur. Tout ça, c'est illusoire. OK? Donc en fait, tout se base sur de la croyance. On croit savoir, on ne sait pas. Et la croyance, je le rappelle, c'est un échange d'informations contre de la confiance. Vous voyez à quel point le principe de confiance est à la base de notre naïveté. On fait confiance à celui qui se dit supérieur ou à celui qui sait mieux que nous. C'est le berceau même de nos civilisations. Pourquoi faisons-nous confiance à une information extérieure? Bah parce qu'on ne sait pas. Mais pourquoi faire confiance à une information que l'on ne peut vérifier par nous-mêmes ici et maintenant, c'est-à-dire dans la matière? La croyance est le virus réel de nos civilisations. Et ce virus est mental. Le cerveau, qui sert les veaux, est un champ, c'est-à-dire un espace psychique, si vous préférez, sur lequel nous n'avons aucune maîtrise, car nous restons toute notre vie dans la croyance du comment et pourquoi. Il y a une volonté de rendre les gens malades à travers des trajectoires cycliques. C'est pourquoi nous devons sortir de ce labyrinthe. Je peux partager actuellement avec vous ce que m'a permis la grammaire quantique, donc Russell J. Gould, et ce qu'elle m'a révélé, c'est-à-dire à faire des constats, à me baser sur ce que les gens font et non pas ce qu'ils disent, par exemple.
J'ai énormément fait confiance à des gens qui étaient dans le mensonge constant. C'est-à-dire, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis il y a jamais rien qui se faisait. Mais ils étaient tellement convaincus d'eux-mêmes qu'ils allaient le faire, que je finissais par les croire et je leur faisais confiance. Pour être à la fin toujours déçu. C'est le grand jeu de la déception. Pourquoi? Parce que le langage nous ment. Donc on participe à ce mensonge par consentement à un langage, à une langue qui est négativée, qui est polarisée, puisqu'on ne fait que juger les autres, on blâme l'extérieur, sans jamais nous remettre en question et aller nous chercher nos réponses par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis basée sur des faits, que j'ai compris ce qu'était un fait, grâce à cette grammaire quantique et Russell Roger Gould, à partir de ce moment-là, ma vision n'a plus jamais été la même. Ça a changé ma façon de voir les choses, de me voir et de savoir. Aujourd'hui, je sais, par exemple, ce qu'est la liberté. La liberté, c'est pas ce que j'ai toujours cru. La liberté, c'est ma terre de contrat. Et j'ai pu savoir ce qu'est un fait afin de ne plus être prise dans cette illusion ou toile ou script scénarisé exercé sur nous, soi-disant citoyens de ce monde. OK? Les chaînes qui contrôlent l'être humain ne sont pas visibles pour lui-même. Il a été nourri de mensonges depuis toujours, et remettre ce fait en question reviendrait à voir le ciel s'écrouler sur sa tête, à voir s'évanouir toute certitude, à lâcher toute croyance, à redevenir étudiant, et seuls les plus déterminés et courageux, car cela n'admet aucune lâcheté face à soi-même et à ce qui est, perceront leur propre mystère. Je vous propose de faire une petite pause. Je vais vous mettre un petit peu de musique et puis je reviens après cette petite pause musique si ça vous dérange pas. Oups, si je mets pas le son, ça va pas aller. Ok. Je rapporte que la... The movie The Matrix is not science fiction. It's a documentary. Every human, and it's a fact, every human first 7 years is download a hypnosis. The brain of a child under 7 is in a lower vibrational frequency. When you put wires on a person's head, you read electroencephalograph, reading brain activity. A child below 7 has a lower vibration than consciousness. It's called theta. Theta is imagination. Oh, that's how kids play a tea party with mud pies, but to them it's a real thing. A kid rides a broom, it's a horse. That's theta, imagination. Theta is also hypnosis.
And the idea is this: before you can become conscious, if you don't have any programs, what are you going to be conscious of? The move. Donc, il parle bien de programmation. Programmation en grammaire quantique, je vous l'avais déjà illustré dans les lives précédents, c'est programmation, c'est 0 grammaire sur les contrats. OK? Donc, il est très clair que on ne sait pas de quoi on parle. Et pour savoir de quoi on parle, bah, c'est tout un réapprentissage et un abandon de tout ce qu'on a été auparavant. C'est pour ça qu'on parle, entre guillemets, d'éveil spirituel, qui n'est pas un éveil, c'est juste c'est juste que l'on n'est plus aveugle aux faits. OK? C'est une illusion qui s'éteint. Arrêtez le partage. Donc voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais vous partager. Et là, c'est pour que vous voyez ce qui est. Vous voyez que Smith, il présente à Néo son dossier. Donc on verra, hein, pareil, la couleur verte qui est très accentuée lors de ces espaces-là, où il est dans la matrice interrogé par un agent, donc un non-agent, donc quelqu'un qui fait partie du système entièrement, qui est sous les lois matricielles. Le dossier est vert. Et dans le dossier, donc là c'est pareil, ça passe tellement rapidement qu'on ne peut pas le voir, mais j'ai réussi à vous le trouver. On a, regardez, Thomas A. Anderson, écrit tout en minuscules. Vous voyez ? Je crois que si je continue, on va pouvoir voir. Voilà. Et sur nos papiers, sur notre carte d'identité, dans nos passeports, permis de conduire. Donc, l'identité que nous a donnée le système à notre naissance sans qu'on ait fait quoi que ce soit, sans qu'on l'évolue, puisque quand on vient de naître, hein, c'est sûr que les choses elles se passent sans qu'on le veuille, sans qu'on le sache, derrière notre dos. Donc, c'est pourquoi on est sous réellement un mensonge, mais cosmique. OK? On voit que Thomas A. Anderson, toute l'écriture de son prénom et de son nom, qui était auparavant en minuscule, est passée en majuscule sur ses papiers d'identité. On voit que c'est quand même assez clair. Hein. Bon, il y a un truc avec le septembre, mais on s'en fiche, c'est pas ça qui est important. Parce que, regardez, Capital City. Nous vivons, et c'est pour ça qu'on parle de capitale de Paris, capitalisme, nous vivons sous les ordres d'un capitaine, sous une écriture capitale. Nous sommes donc sous la loi des morts. J'espère que c'est très clair, hein, parce que franchement, je ne peux pas être plus clair. Comme j'avais dit que j'essayais de vous présenter les choses d'une autre façon, c'est ce que j'essaye de faire à travers le film Matrix, pour que vous ayez une perception différente. Enfin voilà, essayer de vous présenter les choses d'une autre façon. J'espère que je ne vous ai pas perdu et que ça s'éclaircit de plus en plus pour vous. C'est le but. Donc, nous avons donc cette identité qui est passée de l'écriture minuscule de son prénom et de son nom à une écriture majuscule. Et c'est là où il devient Monsieur Anderson. OK ? Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous partager ? OK. Tu es dans la matrice. Et alors ? Néo est dans la matrice. Et d'une certaine manière, vous aussi. La scène qui introduit le personnage principal est remplie de détails qui auraient pu vous permettre de le comprendre dès le premier visionnage. Et voilà, je vais être obligée de couper, puisque si vous êtes dans la matrice, vous êtes dans un cadre de communication. Nous ne connaissons pas ce cadre de communication. Au début de Matrix, Thomas Anderson, ou Neo, saisit un livre dont les pages sont creusées pour dissimuler des logiciels piratés. Son geste prend soin de permettre au spectateur de lire le titre de l'ouvrage, Simulacre et Simulation. Puis la disquette qu'il extrait de ce livre, creusé au chapitre du nihilisme, est cédée au personnage de choix, dont la compagne du jour a l'épaule tatouée d'un lapin blanc. Vous remarquerez ce clin d'œil à la langue française en ce qui concerne le nom des personnages, choix et du jour.
Le lien entre ce livre et le lapin blanc se manifeste par la transmission d'un objet transgressif, un logiciel illégal, symbole d'une connaissance dont la possession serait considérée comme dangereuse. Bien plus que de simples clins d'œil, ces deux références sont une véritable note d'intention, dont le rôle sera de servir de clé de décryptage pour faciliter une compréhension alternative du film, et par extension, de toute la trilogie. Mais On va s'arrêter là parce que je souhaitais vous remettre sur ce passage-là qui pour moi est essentiel. Voilà, on l'a ici, c'est très clair. Néo va sortir le logiciel d'un livre où il est marqué simulacre et simulation. Oui, sur le langage, dont le langage écrit. Voilà, puisque comme nous sommes sous emprise d'un langage de Babel qui nous laisse analphabètes, c'est-à-dire sous malédiction, c'est-à-dire ce sort qui est jeté sur les mots, nous restons toute notre vie contrôlés par contrat, par des tribunaux, par ces autorités autoproclamées qui sont, elles, des entités fictives, puisque nous croyons et adhérons à leur scénario qui est que nous savons lire et écrire sur les contrats. OK? Voilà, pour moi, je ne peux pas être plus claire. Mais bon. Connaissez-vous la recette du désastre? C'est le chaos par recherche de pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir? C'est le contrôle des autres jusqu'à suffocation, car l'attention est toujours portée sur eux. C'est le symptôme du trouble actuel, très à la mode, qui est celui de la perversion narcissique. Vous êtes étouffé, nié, blâmé. Vous êtes, on fait tout pour vous culpabiliser parce que l'être humain qui a peur manque de confiance en lui. Donc, il est vulnérable. Comment? Mentalement. Nous devons avoir accès à l'information pour neutraliser cette mascarade. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec la personnalité, enfin les troubles de la personnalité narcissique, hein, c'est l'ère de la supériorité. Il y a déshumanisation par blâme, méchanceté, arrogance, avec zéro empathie, zéro compassion, une résistance de ces gens-là à changer et une toxicité à tous les niveaux par abus de pouvoir. Ils cherchent à contrôler les autres. Contrairement à la puissance de l'être humain, qui, lui, cherche à se maîtriser lui-même. Vous voyez la différence d'état d'être d'un individu qui va chercher à contrôler son environnement et les autres, ou d'un autre individu qui va chercher non pas à contrôler, parce que le contrôle est illusoire, mais bien à se maîtriser, parce que le seul contrôle qu'on ait finalement, et ça on s'en rend compte avec l'âge, bah, il est sur soi-même. Et on appelle ça la maîtrise, savoir se maîtriser. Et dans ces cas-là, vous faites du mal à personne. Parce que vous avez déjà votre système de valeurs, vous savez comment vous fonctionnez, et vous ne pouvez que bénéficier de ce que vous apporte l'existence finalement. Donc, c'est ce qu'on appelle la maturité qui amène donc la sagesse. C'est pour ça qu'on dit que les gens sont sages. Ces gens-là, ils ont plaisir au contrôle, d'accord? Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont échoué à se maîtriser eux-mêmes. C'est leur aveu de faiblesse. Et nous sommes menés par des gens comme ça. On cherche un leader, on cherche un sauveur. Mais en fait, ce sont des acteurs corrompus qui cherchent et veulent nous corrompre et nous amèneront toujours vers la déception. En fait, ils obtiennent leur satisfaction en oppressant. C'est comme ça qu'ils ont leur plaisir, ok? C'est ça qui les fait les sentir bien. Oppresser les autres, mettre les autres dans la réaction en jouant sur leurs failles et faiblesses.
parce que leurs motifs, eux, ils sont cachés, ainsi que leurs intentions, car ce sont toujours des personnes qui ont des secrètes tendances. Donc, ils gardent les gens bloqués dans la croyance grâce à la peur, à la cupidité, et du coup, c'est de l'inauthenticité à son plus haut niveau. C'est de la malice afin de retenir la richesse. Et vous avez beaucoup, on en trouve beaucoup là sur, enfin en ce moment, je sais pas, c'est pareil, c'est la mode des chamans, même des, ce que je fais, ah mince, ce que je fais, je sais même plus ce que je fais, si, du counseling, mais du coaching, hein, des gens qui veulent être là pour vous aider, etc. et tout. Mais en fait, que ce soit psychothérapeute, psychiatre, pédopsychiatre, gourou, maître spirituel, ce sont tous des agents du chaos parce qu'ils sont là pour vous empêcher d'avancer. Comment? Ils gardent les gens bloqués dans le trauma et ils en créent un business. OK? Et ces gens-là sont des monstres de pouvoir. Pourquoi? Parce que ces faux leaders vous imposent des limites en vous gardant immature le plus possible, donc dans la crainte. Ils vont pas vous apprendre à vous connaître, ils vont pas vous donner les clés pour avoir accès à vous-même, pour savoir qui vous êtes par vous-même. Ils vont continuer à vous garder sous domination, c'est-à-dire que tant que vous savez pas et que eux ils savent, eh bien vous restez dans l'ignorance. Donc ce sont des gens qui sont addicts de pouvoir parce que eux-mêmes ce sont des gens qui veulent gagner à tout prix, en fait, hein. Je sais pas si vous connaissez ce genre d'individus. Et moi, j'ai rencontré des gens, mais il y en a même qui se prennent pour Dieu, hein. C'est du domaine du complexe du divin, quoi. Ça révèle, en fait, un complexe d'infériorité. Parce qu'on n'a pas de complexe de supériorité sans complexe d'infériorité. Donc, ce sont des gens qui se prennent pour Dieu et qui vous maintiennent, qui créent même la peur dans votre vie, dans le but de vous contrôler par la manipulation émotionnelle. Ça peut être physique, verbal. La plupart du temps, c'est verbal. Et sachez quand même que l'on peut perdre sa propre identité à vouloir aider les autres. C'est ainsi que l'on perd sa paix. Et tous ces traumatismes qui sont créés à travers ces processus d'aliénation de l'être humain, donc on a vu à l'école, dans les lives précédents, etc., ce sont des traumatismes qui sont transmis de génération en génération, où personne ne se soigne, ni ne veut revisiter ses blessures d'enfant. Il y a un focus sur l'image, donc la superficialité. On donne une image de nous, on dit, on s'exprime en pensant que c'est nous, mais ça nous détourne de nos propres profondeurs. Et il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de voir l'irréalité que certains construisent, car c'est comme ça qu'on sait, le contrôle est illusoire. On n'a aucun contrôle sur quoi que ce soit. Donc à partir du moment où vous pensez contrôler, que ce soit votre raison, vous pensez que parce que vous raisonnez, vous allez être capable de trouver une solution à une situation. Si vous saviez ce qu'était la pensée, vous pourriez jamais voir les choses comme ça. Donc, c'est l'incompréhension, l'ignorance, que l'on ne contrôle rien, et encore moins soi-même, en fait. Voilà, nous ne sommes pas maîtres. Et la souffrance, c'est une chose commune, on souffre tous. L'important, et ce qui va nous déterminer par la suite, c'est ce que l'on en fait. À savoir, sous quelle autorité sommes-nous? Maître, gourou, comment on pourrait dire ça, les paroles qu'on vous a dites, définition, imposée, conditionnée. Et sommes-nous auteurs de notre vie ou sommes-nous sous autorité extérieure sur notre existence? J'invite l'être humain à se poser cette question.
Est-ce qu'il est auteur de sa vie ou est-ce qu'il est sous autorité extérieure sur son existence? Donc avec ce langage de Babel qui vient de Rome, on a vu que c'était mort à l'envers. Nous sommes sous emprise d'un empereur. Empereur, il y a heure dedans, ou d'un empire autoproclamé qui nous conduit vers leurs agendas à eux. Si vous n'êtes pas auteur sur le contrat, puisque les contrats dirigent votre vie, vous êtes dirigé toute votre existence par cette mafia pédocriminelle, shootée à la cocaïne, qui vise à étendre de plus en plus son emprise, donc empire. Nous sommes tous sous mind control. Pensez qu'il y a des victimes du MK Ultra, etc. et tout, c'est pas réel. Nous sommes tous sous mind control. S'ils contrôlent le langage, ils contrôlent la façon dont les gens pensent. S'ils contrôlent la façon dont les gens pensent, ils contrôlent vos mouvements. Et on cherche à nous conformer afin de faire les choses d'une certaine façon. Vous savez, on doit se mettre en conformité. Normal, être normal. Sinon, nous sommes marginalisés, blâmés, pas normaux. Et c'est révélateur d'un manque de liberté. Liberté, on a vu que c'était ta terre de contrat. La seule façon d'être libre aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'est réellement la liberté, qui est une terre de contrat, car en effet, les contrats contrôlent notre vie. Et je vous ai dit que la grammaire contrôle les contrats. Si nous ne sommes pas auteurs, alors nous sommes lecteurs. Si nous ne sommes pas maîtres, alors nous sommes esclaves. La source de l'injustice est le mensonge, puisque rien ne repose sur des faits, et encore moins notre langage, puisque notre grammaire ne prépositionne pas ces noms pour en faire un fait. C'est un jeu, hein, c'est un cirque. Nous sommes dans une pièce de théâtre avec un scénario qui nous est donné, qui est donné à gober au petit peuple auquel nous participons, car ces forces ne recherchent qu'une seule chose, le consentement, donc le contrôle des individus. C'est la mise sous emprise des individus par inconscience ou ignorance, grâce à une technologie dont nous ignorons tout aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai mis dans le descriptif du live, vous aurez pu le voir, que, je vais le reprendre d'ailleurs, que la question de l'origine du langage a été bannie du débat scientifique par la Société linguistique de Paris, s'il vous plaît, à la fin du 19e siècle. Voilà. Ils n'ont pas voulu discuter, que l'on sache, l'origine du langage. Bah oui, parce que si on savait, ça nous permettrait justement d'être libre, de savoir lire et écrire sur les contrats. Donc le langage, en fait, c'est une convention. Et on l'ignore complètement. Voilà, voilà. Ce que j'avais déjà à vous partager en lien avec le film Matrix, puisque ça révèle en fait ce qu'ont fait David Windmiller et Russell J. Gould. Ça explique, ça éclaire, ça dit ce qui s'est passé, mais de façon complètement détournée. D'ailleurs, j'ai trouvé, quand j'ai cherché à faire ce live, j'ai trouvé une vidéo de David Windmiller qui en parle justement de Matrix. Donc, pareil, je vais vous la partager, puisque c'est lui qui a créé l'interface mathématique sur le langage, qui est créateur de l'interface mathématique sur le langage. Ça concerne plus de 5000 langages différents et qui a, grâce à Russell J. Gould aussi, créé cette grammaire quantique que l'on peut appliquer sur nos contrats et ça marche pareil partout dans le monde. J'ai un problème parce que le truc, il s'est pas bien mis. Voilà, merci. The movie Matrix is this Voilà, program, désolé. story of Neo, who wakes up from the illusion, can see fiction,
and goes after the machine. The machine wants to kill the humans because the human condition of thinking is flawed. But what kills both humans and machines? Viruses do. Machine can't fight the virus because the virus can multiply itself exponentially and get inside the workings of the machine. The virus can multiply itself and then go and kill humans. In their Je vais faire une petite pause parce que là, c'est très intéressant de faire le lien avec ce qu'ils nous ont vendu comme pandémie il y a 2 ans, quoi. Enfin, il y a 3 ans. On est en 2003. OK. Ils nous ont vendu un virus que l'on ne pouvait pas voir, que l'on ne pouvait pas sentir, que l'on ne pouvait pas, malgré un microscope et des outils adaptés, que l'on ne pouvait pas voir, en fait. Pourquoi? Bah, parce que ça n'existe pas. Mais sous couvert de virus biologiques qui n'existent pas, quand on fait des recherches scientifiques, on sait ce qu'est un virus. Bah, en fait, c'est ce dont parle David Windmüller. C'est un virus qui est au niveau du mental, en fait, chez l'être humain. Il y avait un live il y a 2 ans que j'ai fait où j'ai expliqué d'où venait j'ai trouvé une vidéo d'un colonel, un général de mémoire, d'un général russe qui expliquait justement ce qu'était ce cirque de pandémie Covid. Elle a été supprimée, donc censurée directement sur mon live. En 2 heures, la vidéo était censurée à cause de ce passage. Et il expliquait, en conclusion de ces informations, que l'être humain doit se débarrasser de ses parasites internes pour pouvoir se débarrasser de ses parasites externes. C'est-à-dire que si notre pensée est basée sur un langage qui utilise une grammaire fictive depuis le début, donc qui n'utilise aucun fait, donc on est pris dans l'illusion, on est pris dans des croyances, et du coup, c'est un virus qui est mental, qui est intérieur. Voilà, j'espère que vous comprenez, je remets la suite. their dream state, because the illusion of a negativity virus exists as a danger. So Neil, as the fact, 3 + 3 = 6, says to the machine, the enemy of my enemy is my friend, Susan Art of War. And the machine says, I have no remedy for Smith. So Neil says, well, I have a solution. If you promise not to hurt the humans in Zion, I will go ahead and take care of Smith. The machine says, all right, we got a contract. If you destroy Smith, then I'll leave you live. I'll call off all my drones, and anybody that wants to go free can go free. Henceforth, the architect. Now that little scene of the architect and Neil's ability to communicate with the architect, saying, we've been here 6 times before. And Neil says, choice. It's all about choice. Vous vous souvenez de l'arme de l'architecte qui est le stylo? Ah, regardez ce qu'il a dans sa main, David Windmüller. Vous aurez tout compris. Je ne vais pas vous faire de dessin. Remember about who God is, what the devil is, what good and evil is, what choice is? Making decisions in life, understanding the fact in the fiction. So Neil says, well, I understand the fact. When I can see the fact, and I know that in a dream I can do anything, I can be Superman in the dream. Says, okay, I can go out there and play the Superman routine, I can fight Smith, I can fight the machines, and I can win all the time. So finally it comes down to the confrontation where he makes a contract with the machine, and then the next thing, bang, he's right back in the Matrix with Smith. But Smith says, we've been here before. And Neil says, yeah, that's right. He says, if you know, he says, I brought a few friends with me, which is the infinity of fiction. 3 + 3 = 6. How many ways can you do it wrong? 3 + 3 = 7. 3 + 3 = 8, = 9, 10. Infinity. So the power of negativity in infinity can be wrong indefinitely, which is what our world's been for 8,500 years. And I'm Neil. And I says, oh, king's got new clothes. 3 + 3 = 6. And the world says, you must be mad. You must be crazy if you're going to use correctness, a mathematical certification, to identify our illusion and disqualify the entire 8 billion population of this planet and wake them up. You must be crazy to do that. You realize the damage this is going to cause? I'm going, 3 + 3 still = 6. You can't live a lie forever. And this planet is humans are relatively young on this planet in their ability to reason things out. So Neil says to Smith, hey, we got work to do here. Let's get to it.
So they'd have the big battle scene. And Smith, which is the fiction, representing all the things that aren't supposed to be, against Neil, who just represents 3 + 3 = 6, which is correct. And bang, 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 bang. And he fights and fights and fights. And finally, Neil says, all right, you win. You defeated me. And Smith says, well, even if you did defeat me, you'd have to fight number 2 just as hard as number 1. And we have an infinity amount of fights for you to do to prove that 3 + 3 = 6. So Smith goes, wait a minute. I've seen this before. This is wrong. But I fought so hard to get this. And now we go back to Smith, the mortgage contract. Sometimes you have to learn through stories. We have a mortgage contract here, which is Smith, and I represent Neil. And the mortgage of fiction says, I'm going to conquer you. What does Smith do? He absorbs, he touches Neil, and he turns him into Smith. He says, there, I've conquered you. 3 + 3 = 7. But 7 - 3 = 4. And 4 doesn't equal 3, so therefore, wrong. Boom. Smith number 1 blows up. Smith number 2 jumps in. I got a better answer. 3 + 3 = 8. But 8 - 3 = 5, and 5 and 3 don't add up. Boom, number 2. And at the speed of thought, the billions of Smiths that existed, infinity of wrong is destroyed. And like Sherlock Holmes says, when you remove all the things that can't be, what is left? The facts. And 3 = 3. So therefore, Smith is destroyed in a microsecond of thought, and what is left are the facts. And when I syntax this, when you remove all the things that can't be, what is left are the facts, a blank sheet of paper. Très important, hein, ce qu'il dit à la fin. Qu'est-ce qui reste si on enlève toute l'illusion qu'il y a sur le papier? Une page blanche de papier. Puisque il n'y a rien, il n'y a aucun fait sur le papier. Tout est illusoire. L'écriture, telle qu'on nous l'a enseignée, ce langage de Babel, qui est employé sur les contrats, est une écriture qui repose sur de l'illusion. On nous fait croire qu'on sait lire et écrire sur les contrats. Et ce n'est pas le cas. Voilà, Russell J. Gould est un héros universel, parce que il permet, grâce à cette grammaire quantique, d'être en paix avec l'extérieur, d'être en paix. C'est ça qui est formidable. Il n'y a pas à se battre, il y a à corriger notre langage, à réapprendre une grammaire qui se base sur des faits, c'est-à-dire à prépositionner nos noms pour en faire un fait. Donc, quand je vous dis que c'est le consentement qui est recherché, c'est très profond, mais c'est la réalité. Et ça, c'est à tous les niveaux de notre existence. Dont Matrix illustre parfaitement justement cette technologie. C'est ce code, c'est ça le décryptage, c'est savoir que c'est codé. Comment? Justement parce que il n'y avait pas d'interface mathématique sur le langage avant que David Wynne-Miller et Russell J. Gould découvrent justement cette grammaire fictive sur les contrats. Donc, ils ont créé cette interface mathématique, mais on voit bien que donc même le langage repose sur une interface mathématique. Tout est mathématique dans l'univers. C'est pour ça qu'on parle de lois matricielles. Ce sont des lois physiques tangibles sur Terre sous lesquelles nous existons. Et quand on parle de la loi des morts, c'est bien réel. Je sais que c'est difficile pour certains d'entendre ça, mais c'est bien réel. Ce sont des codes maritimes. Donc voilà pour le petit décryptage de Matrix à la lumière de la grammaire quantique. Donc, cette soi-disant fraude du nom. Et où l'on retrouve que c'est bien noté, system failure. Leur système, il est clos. C'est Russell J. Gould qui a fait ça. Il a disqualifié les pouvoirs de l'Union postale universelle d'exister. Ça veut dire que leur fonctionnement, comme ils l'ont toujours eu, n'est plus légal. Ils n'ont pas d'autorisation, ils n'ont pas d'accréditation pour continuer à faire du commerce sur cette planète, ces mafias pédocriminelles. D'accord? C'est ça qu'il faut vraiment capter, comprendre, intégrer.
Une fois que vous avez compris ça, bah déjà, vous vous sentirez mieux. Moi, je vous dis, ça m'a carrément changé ma vie et ma façon de voir les choses et d'appréhender ma réalité. L'être humain a l'illusion que la pensée lui sert. Voilà sa plus belle illusion. Pourquoi? Bah parce que la pensée est un phénomène non expliqué encore pour l'être humain, qui est un consistant essentiel à la domination de l'homme par des intelligences. Je ne vais pas en dire plus sur la pensée, mais mon conseil, c'est méfiez-vous des apparences et sachez que le langage est une convention. Donc, on consent. Voilà. J'ai une petite fin, si vous voulez, sur l'influence du langage pour conclure ce live par... c'est qui a fait ça? Par le Collège de France. Bah, c'est pareil, il avoue en fait qu'on ne connaît pas l'origine du langage. C'est très intéressant. Il y a eu beaucoup d'écrivains, de philosophes pendant la période des Lumières qui ont justement touché du doigt le langage en cherchant l'origine du langage. Et c'est quelque chose qui nous a été... ça a été banni du débat scientifique. Comprenez bien ça, les origines du langage. Voilà. Bon, je vais vous passer du coup la petite vidéo. Si vous avez des questions, posez-les maintenant, j'y répondrai après. Mais sinon, on est sur la fin du live et j'espère que vous aurez apprécié. Donc, c'est l'influence du langage et des symboles sur la perception humaine. Bienvenue donc à ce cours consacré cette année à une question extrêmement centrale et fondamentale, peut-être l'une des plus importantes de la psychologie, celle de l'influence du langage et des symboles sur la perception et la cognition. J'aurais pu intituler ce cours « Le pouvoir des mots ». À quel point est-ce que les mots que nous parlons, que nous choisissons, les mots qui sont disponibles dans notre langue, affectent notre pensée, mais aussi peut-être notre perception. Est-ce que notre pensée est bouleversée? Est-ce que notre pensée est même rendue possible par la présence de tel ou tel mot dans notre langue? Alors, je vais essayer d'introduire un peu aujourd'hui cette question et les différents volets de cette question. Et je ne peux pas m'empêcher de commencer par vous souligner à quel point c'est une question ancienne, l'idée d'un pouvoir des mots sur notre cerveau, sur notre pensée. Je voudrais citer cette phrase extrêmement célèbre qui figure dans le prologue de l'Évangile selon Jean, qui est donc une sorte de genèse à l'intérieur du Nouveau Testament. Hein. Et Jean dit « Au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, et bien sûr le Verbe se fait chair. » C'est la thèse du Nouveau Testament. Alors, il y a un problème de traduction. On dit le Verbe en français, mais on pourrait dire aussi la parole. En fait, dans le grec original, c'est le logos qui est aussi la parole, donc le mot, mais aussi la raison, l'intelligence, la racine du terme logique et bien d'autres mots en français. Hein. Donc, est-ce que vraiment, en recevant des mots, nous recevons une part d'intelligence, une part de raison supplémentaire, ou bien est-ce que la raison existe déjà en l'absence des mots? C'est évidemment l'usage du mot logos ici par Jean évoque Aristote, qui déjà disait que l'homme est un animal comme les autres, sauf que c'est un animal qui possède le logos, c'est-à-dire qui possède la raison, qui possède des mots, et ça bouleverse évidemment complètement sa capacité, non seulement de communiquer avec les autres, mais peut-être aussi de penser, de raisonner. La raison pour laquelle je vous ai mis cette scène de la Genèse avec Dieu qui crée Adam, qui est célébrissime, qui est le plafond de la chapelle Sixtine, on a beaucoup commenté hein, sur l'organisation de cette scène. Il y a beaucoup de discussions, notamment sur l'organisation des mains, avec le doigt de Dieu est tendu, tandis que celui d'Adam doit encore se lever, peut faire le choix de se lever pour rejoindre Dieu. Mais il y a aussi toute une discussion sur la forme tout à fait étrange de ce voile qui entoure Dieu et qui a une forme bizarre. Il y a tous ces membres là qui partent sur le côté. On se demande un petit peu pourquoi ça a été organisé comme ça par Michel-Ange. Et je voulais juste attirer votre attention, c'est un petit trait d'humour aussi, sur cette publication de Merschberger qui dit, c'est très simple, Michel-Ange a voulu représenter un cerveau.
un cerveau coupé, un cerveau vu de la face médiale, avec donc le tronc cérébral et les artères qui pendent. C'est pas extrêmement ressemblant, mais enfin l'idée n'est pas complètement absurde parce que d'abord, on sait que Michel-Ange pratiquait des dissections, comme la plupart des peintres proéminents de cette époque. J'ai retrouvé cette image, bien sûr, de Léonard de Vinci. Vous voyez qu'il y a quand même une certaine ressemblance avec la dissection qu'on peut pratiquer d'un cerveau. Et l'image de Léonard de Vinci est de 1508, c'est-à-dire le début des travaux de Michel-Ange à la chapelle Sixtine. Vous voyez que c'est vraiment l'époque où on se préoccupe du cerveau. Et peut-être que en lui donnant son cerveau, Dieu donne aussi à l'homme sa capacité de langage, son cerveau tout à fait particulier. Alors, c'est donc la question qui nous animera aujourd'hui. Je reviens au point central. Quel pouvoir les mots et le langage ont-ils réellement sur notre cerveau, sur notre pensée? La question en psychologie ne porte pas le nom de Saint-Jean, elle porte le nom de thèse de Sapir-Whorf, de thèse de Whorf. J'aurais pu appeler ce cours simplement Whorf, mais ça aurait été un peu court. La thèse de Sapir-Whorf, pourquoi? Parce qu'il y a deux linguistes, Édouard Sapir et Benjamin Lee Whorf, qui ont successivement posé les termes de cette question et suggéré que les différences entre langues sont telles que nous ne pensons pas du tout de la même manière, qu'il y a des différences massives dans la manière de penser pour les locuteurs de différentes langues. C'est Sapir, en premier, qui pose cette thèse. Il écrit, par exemple, « Les êtres humains ne vivent pas seulement dans le monde objectif, ni seulement dans le monde des activités sociales telles qu'on les entend d'ordinaire, mais ils sont à la merci de la langue particulière qui est devenue le moyen d'expression dans leur société. Ils sont à la merci. Voilà. On est manipulé par la langue que l'on parle. » C'est la thèse de Sapir, et son élève Benjamin Lee Whorf va la développer considérablement. Il a des écrits extrêmement étendus sur cette question, et donc je vais citer Language, Thought and Reality, qui est le livre de référence, et il écrit par exemple que le système linguistique de chaque langue n'est pas seulement un instrument de reproduction servant à vocaliser des idées, c'est juste la communication, mais il est lui-même formateur d'idées. La formulation des idées n'est pas un processus indépendant, strictement rationnel au sens ancien du terme, mais fait partie d'une grammaire particulière et diffère d'une grammaire à une autre, dans des proportions plus ou moins grandes. Donc, selon la grammaire de notre langue, d'après Whorf, nous aurions des idées différentes. Nous découpons la nature selon les tracés que notre langue a dessinés sur elle. Nous ne découvrons pas les catégories et les types que nous isolons à partir du monde des phénomènes, parce qu'elles se trouveraient sous le nez de tout observateur. Au contraire, le monde se présente à nous sous la forme d'un flux kaléidoscopique d'impressions. Autrement dit, pour Whorf, tant qu'on n'a pas de langage, tout ça est flou, pas catégorisé. On va voir que c'est complètement faux, hein, je vous le dis tout de suite. Mais il dit que ça doit être organisé par nos esprits. C'est en grande partie par nos systèmes linguistiques mentaux. Et puis, nous sommes confrontés ainsi à un nouveau principe de relativité. C'est une époque où on discutait beaucoup de la notion de relativité, hein, bien entendu. Un nouveau principe de relativité selon lequel même les preuves physiques ne conduisent pas tous les observateurs à la même image de l'univers, à moins que leurs ressources linguistiques ne soient similaires ou puissent être ajustées de quelque manière. Donc, les mêmes preuves physiques ne conduisent pas tous les observateurs à la même image, ça veut dire que nous ne voyons pas le monde de la même manière suivant la langue que nous parlons. C'est la thèse de Whorf, et qu'il exprime avec une force extrême, hein, et on va voir qu'il faut nuancer extrêmement ses propos, mais c'est la question qui est posée. Est-ce que quand on parle une langue différente, on change la manière de voir? On va s'arrêter là. Dans son exposé, il a tout dit. Bon, je pense qu'on a fait une bonne conclusion sur ce live, donc qui illustre le langage que nous utilisons tous et qui est un langage piégé, négativé, et qui ne nous apprend ni à lire ni à écrire sur les contrats, puisqu'il utilise une grammaire fictive qui ne repose sur aucun fait, puisque ce langage ne prépositionne pas ces noms pour en faire des faits. Et pareil, hein, les enseignants des écoles, etc., ne savent pas. Et puis, bravo à ceux qui prennent le temps d'étudier David Windmiller, Russell J. Gould et cette grammaire quantique. Vous avez tout mon respect. Bonne soirée. Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous. Vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer.
Je vais raccrocher ce téléphone. Et ensuite, je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous. Un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières. Un monde où tout est possible. Ce que nous en ferons ne dépendra que de vous.